Notre invité, le chef du Parti conservateur du Québec, et publie un livre. C'est un virage important dans l'évolution de sa pensée politique. Ça s'appelle « Destination Autonomie ». Éric Duhem est avec nous. Monsieur Duhem, bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est vrai que ça marque une évolution dans votre parcours politique. Il me semble que le Parti conservateur, quand vous avez pris ce mandat, il y avait des idées différentes de celles que vous avez exprimées dans votre livre, qui semblent être maintenant, là, je dirais, le moment fort de votre réflexion politique. Bien, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis arrivé chef du Parti conservateur du Québec, rappelez-vous, là, c'était à 1 an avant l'élection, on a eu un seul congrès pour définir nos grandes politiques, puis on s'est concentré évidemment sur l'économie, la santé, les choses qui préoccupaient les Québécois au quotidien. Pour ce qui est de la pensée constitutionnelle, mon prédécesseur et moi, on n'avait pas tout à fait la même sensibilité nationaliste. Et donc, mais on n'a pas travaillé sur ce chantier-là beaucoup. En élection, ça a apparu. Ça a fait partie de notre post-mortem. En novembre 2023, on a tenu un important congrès à Lévis pour ce qui avait comme thème, évidemment, l'autonomie. Et c'est là que les propositions fortes ont été adoptées par nos militants. Puis aujourd'hui, bien, le livre là, Destination Autonomie, c'est l'aboutissement de cette réflexion-là qui avait commencé avec nos militants en novembre 2023. Et effectivement, ça marque un tournant, un virage majeur, plus assumé, avec des propositions fortes pour s'assurer que le Québec là, va accroître son pouvoir à l'intérieur de la Confédération canadienne. Il y a eu un débat à ce sujet à la CAQ, là, dans la course à la chefferie. Oui. Si la CAQ n'était pas dans la position où elle est dans les sondages actuellement, est-ce que vous auriez pris ce virage-là aussi? Mais comme je vous dis, on avait commencé en 2023. Fait que je pense qu'on s'en allait vers là. Puis ça reflète beaucoup plus mes valeurs et mes idées. Là. Personnellement, je suis très heureux de ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Mais c'est clair que le livre, par exemple, on l'a devancé un peu parce que ça arrivait juste après la course à la chefferie, puis vous avez vu ce qui s'est passé, puis vous avez raison. Il y a eu un clivage là, entre le clan Fréchette et le clan Drainville. Et donc, oui, il y a une fenêtre d'opportunité. Puis, l'espace autonomiste est en train d'être abandonné par la CAQ. Puis, nous, comme conservateurs, on le dit de façon très transparente, on veut occuper cet espace-là à partir de maintenant. Mais ça ressemble à quoi, justement, pour ceux qui voudraient lire votre livre? Quelles sont les propositions que vous amenez là-dedans? Bien, d'abord, on fait un constat. Le fédéralisme actuel est toxique, c'est-à-dire que historiquement, là, quand les pères de la Confédération ont pensé ce pays-là, on a créé un gouvernement pour les provinces, un gouvernement fédéral. Les deux, c'était clairement défini dans la Constitution, avaient des champs de compétences. Et malheureusement, avec le temps, alors que les deux devaient être souverains, chacun dans ses domaines, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu comme une tentative de domination du fédéral avec toutes sortes de façons, là, en utilisant le pouvoir de dépenser, en mettant des lois cadres dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs, etc. Et on se ramasse dans une situation où il n'y a plus juste au Québec en passant, où les gens sont tannés des ingérences fédérales. Là, on le voit, il y a d'autres provinces qui sont même rendues plus autonomistes que le Québec. C'est quand même assez paradoxal. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder les modèles ailleurs, il faut faire des alliances avec les provinces qui, surtout des gouvernements conservateurs, honnêtement, là, qui ont une sensibilité beaucoup plus autonomiste. Et il faut adopter une loi, comme la loi, par exemple, Saskatchewan First en Alberta, ou la loi sur la souveraineté de l'Alberta en Saskatchewan puis en Alberta. Et il faut s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une ingérence, on a une surveillance et une dénonciation systématique du fédéral, qu'on conteste devant les tribunaux et qu'on se dote de notre propre constitution. La CAQ est en train d'essayer de le faire d'ailleurs et on les appuie. Donc, il y a toutes sortes il y a un arsenal de choses qu'on peut faire pour s'assurer d'ériger une forteresse autonomiste pour protéger puis accroître le pouvoir québécois. Et là, si Paul Saint-Pierre Plamondon était dans ce studio, il vous dirait, oui. M. Duhem, pourquoi vous allez réussir là où tout le monde a échoué? La CAQ s'est essayée, ça n'a pas marché. Les libéraux, est-ce que c'est pas la définition même du pays, là, du fédéralisme canadien, de prendre de plus en plus de place puis d'en laisser le moins possible aux provinces? Si Paul Saint-Pierre Plamondon dans le studio, je lui dirais on va essayer quelque chose de bien nouveau qui n'a jamais échoué puis qui a toujours bien marché. C'est un référendum sur la souveraineté. Et donc, plus sérieusement, je lui dirais écoutez, là, les Québécois n'en veulent pas de référendum. On s'est cassé la gueule 2 fois. Puis quand je dis que le Québec a perdu, c'est pas juste le camp du oui qui a perdu, c'est le Québec, c'est le pouvoir québécois qui a reculé. Au lendemain des référendums de 80 et 95. On s'est cassé la gueule aussi avec les conférences fédérales provinciales, puis le rapatriement de la Constitution, puis le manque d'entente.
Avec... Mais oui. il y a eu des gains quand même autonomistes. Si on regarde l'histoire du Québec, là, puis on les souligne peut-être pas assez. D'ailleurs, le livre fait un inventaire assez exhaustif, là, même à l'extérieur du Québec. Tu sais, quand je remontais à Maurice Duplessis, qui a réussi à rapatrier l'impôt en immigration, même si on en veut encore davantage de pouvoir, on a quand même rapatrié par 2 ententes majeures une bonne partie là, des responsabilités. Périodiquement, il y a moyen de l'avoir. L'Alberta vient de l'avoir avec les évaluations environnementales pour s'assurer que ça soit juste provincial, que le fédéral ne s'ingère pas là-dedans. Il y a souvent des avancées qui sont faites, mais c'est sûr qu'on retient plus les échecs. Puis les échecs, qu'est-ce qu'ils ont en commun souvent? C'est que c'est des tentatives de vouloir tout modifier. Hein? Si on pense à Meach, là, évidemment, c'est l'exemple qui nous vient en tête spontanément, où on a essayé de modifier la Constitution. Nous autres, on dit non, on veut pas réouvrir puis revivre ce drame-là. On veut y aller des ententes à la pièce, puis on veut pas une méga négociation qui va encore une fois finir par un échec parce que la modification de la Constitution, là, c'est un chantier qui est un peu trop miné, je vous dirais. Vous parlez de gestes symboliques comme avoir un hymne national québécois, avoir des équipes sportives qui nous représentent dans les compétitions internationales. C'est un discours qu'on associe davantage aux souverainistes, carrément les souverainistes, je dirais purs et durs, là. Mais d'abord, les Québécois ont été reconnus comme une nation par un premier ministre conservateur du Canada qui s'appelait Stephen Harper. Et je pense qu'une nation peut avoir un hymne national, elle peut avoir des équipes nationales, par définition même. Donc, je comprends qu'effectivement, normalement, plus traditionnellement, c'est associé à un pays, mais quant à moi, c'est associé plus à une nation, puis les Québécois forment une nation. Donc, puis c'est sûr que c'est de l'ordre des symboles, là, honnêtement, dans le livre, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est l'aboutissement symbolique, effectivement, là, de l'autonomie. Mais depuis la publication du livre puis les articles dans les journaux qui ont accompagné cette sortie, c'est Mario Dumont, je pense, qui disait il y a des membres de votre parti, de vos partisans, là, qui vont pogner quelque chose, là, qui vont se dire wow, le chef est rendu où? C'est pas nécessairement ce que vous écrivez, là, puis ce que vous mettez de l'avant, ça risque de déplaire à une partie de votre base, non? En politique, là, quand on dit quelque chose, on déplaît toujours à du monde. on fait plaisir à du monde. C'est la nature même. Puis vous avez déjà un micro, vous aussi, quand vous dites quelque chose, là, c'est que vous dites, peu importe ce qu'on dit, on fait pas là, toujours juste vous êtes le chef des des partis. Il y a des gens qui vont dire, hey, es-tu rendu péquiste, lui-là? Puis c'est pas ça. Puis nationaliste, d'autres, ça nous fait suer. Puis... Vous avez une base qui est plus 51e État que défense du français, là. Mais regardez ce qui s'est passé démocratiquement au sein des instances. Puis c'est pour ça, tantôt, je vous ai parlé de notre congrès de novembre 2023. J'ai voulu que démocratiquement, ça vienne de la base. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait à la dernière campagne électorale, parce que j'avais pas le mandat démocratique de nos militants. Maintenant, on l'a. Donc, puis c'est sûr qu'il y a des... C'est pas compliqué, là. Moi, là, ma base, là, comme l'ensemble des Québécois, là, elle veut pas de référendum. Présentement, si vous regardez les sondages, là, les 2 partis qui sont devant nous, là, il y en a un qui veut nous forcer à rentrer dans un autobus du oui, puis l'autre, il veut nous forcer à rentrer dans un autobus du non. Mais la majorité des Québécois, puis les conservateurs, on veut rien savoir des autobus. On veut qu'ils restent dans le garage, puis on veut pas de campagne référendaire dans les prochains mois ni les prochaines années. Donc, c'est sur cette base-là, je pense qu'il y a un très, très, très large consensus, là. Beaucoup plus que, par exemple, je pense qu'au Parti québécois, là, il y a plus de monde qui veulent pas de référendum, mais ou qui voteraient non, que de gens chez nous là, qui sont contre la position autonomiste que je défends. Mais est-ce que, si jamais il y a un référendum, vous allez prendre un des 2 autobus? Non. Je ne prendrai pas d'autobus. D'abord, je vais tout faire pour pas que ça ait lieu. Puis, si vous regardez, par exemple, M. Arcan, le sondage Palace de la semaine dernière, là, si vous avez vu les projections, on aurait 11 députés, on aurait la balance du pouvoir. Hein. On aurait un gouvernement minoritaire, puis c'est les conservateurs qui auraient la balance du pouvoir. Je peux vous dire qu'on l'utiliserait, ce pouvoir-là. Puis on l'utiliserait pour empêcher le PQ de précipiter le Québec dans le mur avec leur référendum. Donc, notre priorité, là, notre point focal, c'est de dire qu'il y a tellement d'autres enjeux sur lesquels on veut débattre et on veut faire avancer le Québec, puis on veut utiliser le chemin de l'autonomie. Puis, il y a quelque chose aussi, là, je reviens à votre question d'avant en même temps, là, il y a quelque chose qui est quand même unique dans notre démarche, c'est qu'on est des conservateurs. Hein. Ça fait près d'un siècle qu'il n'y a pas un seul conservateur qui a été élu à l'Assemblée nationale du Québec, là. Puis être conservateur au Québec et au Canada, historiquement, ça veut dire quelque chose. Puis on peut créer des alliances avec des conservateurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été essayé au Québec. Et moi, je vous le propose. Moi, je pense que c'est une proposition gagnante de s'allier avec les provinces conservatrices et de mettre de la pression, de se donner un rapport de force. Parce que c'est bien beau de dire on va aller négocier à Ottawa, puis on est nationaliste. Mais si on n'a pas de rapport de force, il n'y a pas de pression sur le gouvernement fédéral. Puis je vous donne un exemple très récent.
M. Carney, là, il a été obligé de reculer sur les pipelines, sur les évaluations environnementales, sur un paquet de choses avec l'Alberta récemment. Pas parce que ça lui faisait plaisir. Il a même perdu, rappelez-vous, Stephen Guilbeault qui a démissionné parce que M. Carney est obligé de signer une entente avec Daniel Smith. Donc, pourquoi Mme Smith a réussi ça? C'est pas parce que c'est un génie, là. C'est parce qu'elle avait un rapport de force, puis elle est arrivée à la table, puis elle a exercé son rapport de force, puis le fédéral a plié devant elle. Et c'est exactement ce que le Québec doit faire aujourd'hui face à Ottawa. Mais le rapport de force, vous le verriez comment? Parce que c'est bien beau de dire, moi, je vais arriver devant Ottawa puis être capable de négocier. Mais à un moment donné, on a vu ce que ça a donné dans l'histoire du Québec, là. Oui. Bien, la première étape, c'est sûr que le rapport de force au Québec, on ne l'a jamais eu parce que d'un côté, on avait les libéraux qui étaient à plat ventre devant le fédéral puis qui toléraient les ingérences. Puis de l'autre côté, on avait les indépendantistes qui espéraient que ça ne marche jamais pour alimenter la flamme souverainiste. Donc, on n'avait jamais quelqu'un qui allait à Ottawa dans une perspective puis dans un espoir d'augmenter le pouvoir québécois puis d'avoir une entente. Et ça, je pense que c'est la première chose qui est différente. La deuxième, je viens de vous le dire, le fait de se donner des alliances avec d'autres provinces, quand il y a plus qu'une province qui met de la pression, ça a un impact. Sur l'immigration, je vais vous donner un dossier très précis. Je l'avais fait lors de la dernière élection, puis je l'ai refait entre les deux élections. Nous, on disait, partons là, à la veille des élections qui ont eu lieu l'année dernière à Ottawa, les 5 chefs des 5 partis au Québec, on était tous d'accord qu'il fallait que le Québec contrôle son immigration. Moi, j'avais proposé au premier ministre, pourquoi on ne part pas les 5, on s'en va à Ottawa, on rencontre tous les caucus des partis fédéraux, puis on dit qu'au Québec, là, on a une position unanime, puis les partis qui n'iront pas dans ce sens-là, on va tous les 5 partis demander aux Québécois de ne pas voter pour eux. Puis moi, j'étais prête à ouvrir les portes du caucus conservateur à Ottawa. Je pense que les libéraux auraient pu nous aider à ouvrir les portes des libéraux. Le Bloc aurait pu avoir les portes ouvertes par le Parti québécois, puis QS avec le NPD. On aurait pu tout rencontrer ce beau monde-là. M. Plamondon, le chef du Parti québécois, m'a appuyé dans cette démarche-là. M. Legault avait pris ça en délibéré. Malheureusement, il n'a pas donné suite. Mais ça aurait donné un rapport de force. Parce que là, tu ne parles pas juste d'une voix partisane. Oui, mais... Tu parles de 5 partis d'un coup, puis ça met une pression à la veille des élections pour les libéraux pour plier. On va dire comme l'autre, si on lâchait la Constitution pour 2 minutes, oui, puis qu'on parlait de d'autres sujets, avez-vous l'impression, puis on dirait que ça s'est confirmé avec la course à la direction de la CAQ, qu'on aime piquer les idées des conservateurs, on vote pas massivement pour eux, mais on trouve qu'ils ont des bons flashs. Je regarde Mike Carney, vous l'avez cité là, sur la question de l'environnement, sur la baisse, en fait la disparition de la taxe carbone, sur un paquet de mesures. Poilievre va essayer de vendre ça, il n'y a pas eu l'appui des Canadiens. Puis vous, Bernard Drainville, on dirait qu'il a pris votre livre avant que tout le monde puisse le lire, puis qu'il vous a siphonné une coupe d'idées pour mettre ça de l'avant. Autrement dit, les idées sont pas pires, on dirait que c'est les vendeurs qui ont de la misère à passer. Bon, peut-être, mais si les vendeurs n'étaient pas là, les idées n'avanceraient pas non bon plus. Point. Moi... non, mais vous avez l'impression qu'on va siphonner votre matière première. Ben, c'est clair. Puis moi, personnellement, je sais que je ne suis peut-être pas un politicien traditionnel à ce niveau-là, là, mais très honnêtement, M. Arcan, moi, j'aime ça quand les gens volent nos idées. Parce que moi, je ne suis pas allé en politique juste pour me promener en limousine et être premier ministre du Québec un jour. Moi, je suis allé en politique d'abord et avant tout pour faire avancer des idées. Puis que je sois premier ministre ou pas, là, c'est les Québécois qui vont décider dans les prochaines années. Mais le fait de faire avancer nos idées, là, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et les autres partis, c'est sûr qu'à la fin, en élection, je vais leur dire, regardez, vous avez le choix entre l'original ou la copie, puis j'ai confiance que les gens préfèrent souvent l'original à la copie, là, mais même à ça, la prochaine élection, là, la CAQ ou même les autres partis vont avoir de la misère à se lever et à me dire que je suis un fou débile puis que mes idées sont folles alors qu'ils sont en train de les voler. Je veux dire, ils vont être obligés de donner quand même une légitimité à nos idées et ça facilite, je pense, le travail de les faire avancer. Puis je vous donne des exemples très concrets récents. Tu sais, la taxe carbone, ça fait des mois, même des 2 ans qu'on est en train de dire qu'il faut abolir ça au Québec. Tranquillement, regardez, Mme Fréchette a dit qu'elle allait l'abolir pour les cultivateurs. Puis là, tranquillement, ça fait partie du discours. Le PQ dit qu'ils vont baisser les taxes, mais ils ne savent pas encore lesquelles. Ils n'osent pas dire la taxe carbone, mais il y a quand même un mouvement qui s'en va vers là. La fenêtre d'Overton, la fenêtre des idées au Québec est en train de bouger vers la droite. Puis je pense que le Parti conservateur y contribue et dans notre humble mesure, là, mais quand même, on réussit ça. Puis on n'a pas encore de députés à l'Assemblée nationale. Imaginez quand on va en avoir. Vous êtes très fort dans la région de Québec. Vous êtes en tête dans les sondages. Là, puis la grande région de Québec, là, Bellechasse, Beauce, Portneuf. Vous avez fini 2e dans Arthabasca, 2e dans Chicoutimi. Avez-vous l'impression que ce livre et ce virage, ça va vous permettre, et je le mets entre guillemets, là, de sortir de Québec? Là? Possiblement. Parce que la base conservatrice qu'on a développée, là, le 15% que vous voyez tout le temps, là, 13, 14, 15, 16, là,
le Bloc, on a l'électorat, nous autres, le plus dur, hein, c'est-à-dire les électeurs, mais celui qui a le plus de difficultés aussi à connaître de la croissance, là, c'est paradoxal un peu. Puis tout ce bloc-là, on l'a acquis essentiellement sur des questions économiques. Hein? Être conservateur, c'est que tu veux réduire la taille de l'État, tu veux laisser plus d'argent dans les poches du monde, tu veux couper dans la bureaucratie, etc. Donc, c'est essentiellement une base économique. Puis c'est sûr que pour aller un peu plus haut, puis ça faisait partie aussi, dès le départ, là, de la planification à moyen et à long terme, il faut avoir des positions beaucoup plus claires sur la question nationale. Au Québec, là, c'est pas le Manitoba, ça prend des positions claires. On est un peuple minoritaire en Amérique. Le premier ministre du Québec, puis le gouvernement du Québec, là, c'est le gouvernement le plus puissant que les francophones d'Amérique contrôlent. Fait que c'est clair qu'il faut avoir des positions mieux définies. Puis c'est pour ça qu'on arrive avec ce livre-là. Puis je pense que oui, ça va permettre, surtout à l'extérieur de la région de Québec, de faire valoir nos idées de façon un peu plus soutenue. Les élections, c'est quand même bientôt. Là. Je sais qu'on a un nouveau gouvernement avec Mme Fréchette, des nouveaux ministres aussi, pour la plupart. C'est quand même, dans 5 mois et demi, là, on va quand même aller de nouveau aux élections. Est-ce que vous êtes en train de, pour faire du petit maraudage du côté des caquistes? La question, elle se pose même pas. Il est sur le téléphone pour ramasser tout ce qui se traîne à la CAQ. Déçu et déchu, on va dire ça de même. J'étais au téléphone avant de rentrer dans le studio. Mais il y a des chefs de cabinet qui ont démissionné, je pense. Là. Oui, il y en a plusieurs. 7 chefs de cabinet qui ont démissionné avant hier. C'est sûr, c'est des gens à qui je parle, je rencontre pas juste les chefs de cabinet, là, mais de l'ensemble des organisateurs de la CAQ. Puis je peux vous dire que les choses vont bien de ce côté-là. Il y a beaucoup de divisions puis de dissensions. Encore aujourd'hui, il y a encore un autre député là, qui claque la porte. M. Bélanger. C'est clair qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis on risque d'être le principal bénéficiaire de ça. Puis moi, je n'ai pas visé encore les députés. Moi, j'ai visé plus les organisateurs parce que moi, je veux professionnaliser le parti. Et il y a des gens là-dedans qui ont énormément d'expérience et on a besoin d'eux. On a beaucoup de gens, nous autres, on a beaucoup de militants, beaucoup de membres au Parti conservateur du Québec, mais si on veut devenir un grand parti professionnel, on a besoin de l'expertise puis du savoir-faire de gens qui ont vu neiger. Là. Puis je sais que c'est des gens avec qui j'ai travaillé souvent il y a 15, 20, 25 ans à l'ADQ. Et c'est les gens que je retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, le livre que vous avez entre les mains aujourd'hui, là, Destination Autonomie, je l'ai co-rédigé parce que c'est lui qui m'a aidé au niveau de la recherche. Là. C'est Guy Leroux. C'est le même avec qui on avait rédigé, lui et moi et Mario Dumont, la plateforme autonomiste à l'époque de l'ADQ. Donc, il y a comme un... Puis quand j'ai lancé mon livre cette semaine à Québec, là, il y avait 3 anciens députés de l'ADQ qui étaient dans la salle. Tu sais, c'est un retour aux sources pour plusieurs d'entre nous. Là. Et je pense qu'on est en train de réunir la famille de droite autonomiste au Québec. On le faisait autour de l'ADQ, de la CAQ, puis maintenant, ça va être au Parti conservateur. J'aimerais vous parler des transfuges. Parce que là, il y a comme une tendance au Canada, c'est comme un mercato là, pour les joueurs de soccer en Europe. C'est-à-dire que tu vas sur le marché, qui est disponible, il coûte combien? Là, vous avez recruté Maïté Blanchette-Vézina. Oui. Entre vous et moi, là, si elle était demeurée au cabinet, au Conseil des ministres, elle ne serait pas allée chez vous. Je pense que s'ils avaient adopté la loi la réforme forestière, elle serait restée à la CAQ. Moi, je pense que le point de rupture avec la CAQ, pour elle, en tout cas, non, mais mettons, M. Legault, si vous restez au cabinet, là. Ce que je veux dire, c'est que moi, des ministres frustrés qui sautent la clôture, et de la misère un peu avec ça. Oui, mais écoutez, la politique, c'est ça. Là. Les gens évoluent, puis c'est toujours comme ça. Contrairement au fédéral, on ne sait pas de négocier une majorité pour prendre le pouvoir. Nous autres, là, on a eu un député sur 125. Là. Moi, je parle pas de vous. Là. Vous dites, OK, il y a quelqu'un qui n'est pas content à l'autre bord, on va tenter de l'amener. C'est correct. Moi, je vous parle de la personne. Aussi, il y a 4 ans. Mais je vous parle de la personne. Tu sais, je regarde les conservateurs. Quand je vois une députée conservatrice qui défend des idées conservatrices, puis qui débarque chez les libéraux, ça sent l'opportunisme. On peut avoir toutes sortes d'opinions là-dessus, puis c'est clair qu'il y en a qui c'est plus facile à expliquer que d'autres. Cela étant dit, c'est pas évident d'empêcher ça. Non, c'est vrai. Parce que de vouloir légiférer pour empêcher ce genre de transfuge-là, les risques sont peut-être, les distorsions qu'on est obligé de faire sont peut-être pires que celles qu'on vit actuellement. Donc, c'est pas clair qu'on peut... Puis ultimement, il faut s'en remettre à la population. Hein. C'est les électeurs qui vont décider de la valeur ou pas de ces changements-là. La change de comté pourrait être une place un peu plus confortable, on va dire. Elle s'en vient dans la région de Québec, disons-le comme ça. Bien, c'est ça. C'est plus confortable que son comté actuel. Ouais. Il y a des gens qui peuvent le voir comme de cette façon-là, mais je pense que pour sa vie personnelle et familiale, c'était aussi beaucoup plus simple. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on va voir ça un jour, le 3e lien à Québec?
Vous savez qu'on est le parti... Dans un Québec autonome, au sein de la famille canadienne. On a toujours eu la même position. Nous, on veut qu'ils passent à la hauteur de l'île d'Orléans. Ceux qui connaissent bien la région de Québec, ils sont en train présentement de refaire le pont entre la Rive-Nord et l'île d'Orléans. Nous, on voudrait qu'ils continuent par le chemin Prévost puis que ça traverse sur la Rive-Sud. C'est le plan qui est dans les cartons du ministère des Transports depuis plus de 60 ans. C'est celui qui pourrait aller le plus rapidement, qui coûterait le moins cher, qui est le moins long. Puis qui bouclerait la boucle, là, si vous regardez Québec. Qui passe par l'île d'Orléans, là, c'est ça qui est peu le... C'est loin un petit peu, là. Non, mais je veux dire, puis l'autre chose, c'est tout le cachet de l'île, à part ça, là, c'est ça. Là. Mais il y a tout un débat, là, mais écoutez, on est en train de dépenser 2,7 milliards, il y a une population de 6 000 personnes, là. Calculer ça par tête de pipe, là, je pense que c'est la moindre des choses que les gens puissent en profiter. Un pont, là, c'est pas une affrosité. Là. Il y a moyen d'avoir quelque chose au niveau architectural. Je regarde le pont Champlain à Montréal, là, je trouve ça très beau. Il y a moyen aussi d'harmoniser ça. Puis, nous autres, présentement, il y a quelque chose d'un peu ironique à Québec. Là. Si vous regardez la ceinture d'autoroute avec les deux ponts, de haut, là, ça a l'air d'un logo du Canadien. Il nous manque un petit bout là, dans le C là, pour faire notre boucle, là, parce que le logo du Canadien à Québec, ça marche pas. Là. Ça prend un périphérique qui fait le tour au complet. Ça prend un gros N, tu comprends? Pour qu'il soit comme un N bleu. C'est ça. Vous avez dit tantôt, puis on l'a effleuré, là, vous avez des idées conservatrices, vous voulez réduire la taille de l'État, vous voulez faire sauter des taxes. La CAQ avait pris un peu ce genre d'engagement en disant on va faire le ménage. Les faits, c'est que le nombre d'employés de l'État a augmenté. Mm-hmm. Ils ont donné quelques bonbons, là, quelques chèques et quelques réductions, mais moi, je regarde des sondages, M. Duhem, puis là, quand on dit aux Québécois, avez-vous l'impression de payer trop de taxes, trop d'impôts? Oui. Avez-vous l'impression qu'une baisse de taxes puis d'impôts, ça vous ferait du bien? Certainement. Quel service vous voulez qu'on coupe? Aucun. C'est-à-dire que dès que on annonce une réduction, si vous touchez à un programme qui me concerne, moi, vous haïr. Puis quand vous allez faire la somme, puis les politiciens, c'est ce qu'ils font, ils se disent, bon, ben là, on peut pas toucher à ça, on peut pas toucher... Comment vous allez faire vraiment pour appliquer des mesures qui vont faire mal à des groupes? C'est une bonne question, puis c'est pour ça qu'il va falloir le faire en début de mandat. Je vais vous donner des exemples. Il y a moyen de réduire aussi, puis je pense que ça crierait un peu moins. Là. Par exemple, là, une des choses qu'on réclame le plus présentement à cause du prix de l'essence, c'est sûr que c'est l'abolition de la taxe carbone. Ça ne coûterait pas un sou aux contribuables. On pourrait demain matin baisser le prix à la pompe de 13 sous le litre, plus la TVQ, TPS par-dessus ça, juste en abolissant le fonds vert. On a un fonds qui est surcapitalisé, qui ramasse à peu près de 2 milliards de dollars par année. Et donc, on pourrait, en abolissant le fonds vert, on abolirait aussi la taxe carbone pour soulager les gens. L'autre truc qu'on veut abolir, qui, je pense, ça crierait pas trop, c'est toutes les subventions aux entreprises. Là. Des Nordvolt de ce monde, des Lions électriques, on n'en veut plus. Nous, on est le parti qui veut abolir les subventions d'entreprises, le Fonds de développement économique notamment. Ça, c'est des milliards. Là. C'est pas des petites économies. Là. Donc, il y a certaines choses qui sont plus faciles que d'autres. Vous allez voir une levée de bouclier des entreprises puis des associations de PME qui vont dire... Tu sais, Nordvolt, j'allais dire c'est facile dans le sens où, OK, ça a foiré, mais beaucoup d'entreprises ont besoin d'aide et vont chercher de l'aide. Le jour où vous coupez là-dedans, ils vont se lever contre vous, là. Ben oui, mais un gouvernement qui augmente les taxes, là, c'est pas populaire non plus. Là. Fait que, à un moment donné, nous autres, on a choisi on est prêts à faire face au vent. Puis vous le savez, là, ça fait 5 ans que je suis en politique, c'est rare, j'ai le vent dans le dos. Là. J'ai l'habitude d'avoir le vent d'en face. Puis ça me fait pas peur de l'avoir. Puis que les centrales syndicales vont partir après moi. Non, ils sont toujours sur notre dos, prenons de la toute façon, santé. Là, ça nous coûte la totale. Oui. Il y a 2 ententes avec les fédérations de médecins, des augmentations, je pense, autour de 11. Puis bon, on va poser une question bien simple. Comment vous, là, concrètement, vous faites en sorte que la liste d'attente baisse pour voir un spécialiste, puis que le médecin de famille soit plus facilement accessible? Nous, on a regardé les meilleurs modèles au monde. C'est lequel? Les meilleurs modèles au monde, là, c'est en Europe. C'est les pays scandinaves, mais même l'Allemagne, même la France a un meilleur système de santé que nous. Là. Puis qu'est-ce qui est différent par rapport au Québec? C'est qu'ils n'ont pas de monopole public. Quand vous allez à Stockholm, là, vous allez à l'hôtel, pas à l'hôtel, c'est quasiment un hôtel, là, mais à l'hôpital Goran, ben, de l'autre côté de la rue, il y a un hôpital public, puis ils se font concurrence. Comme bien des entreprises, dans bien des domaines, se font concurrence. Puis les patients, ils vont en fonction de ce qu'ils ont besoin. Puis ce qu'on veut, c'est dire, regardez, nous, au Québec, là, on a une assurance publique. OK? On convient que les gens ne payent pas pour des soins de santé. Bon, mais à partir de là, on peut être un assureur sans nécessairement être celui qui offre les services. Et si c'est moins cher au privé qu'au public, vous pouvez aller directement au privé. Si les délais d'attente sont déraisonnables au public, vous pouvez aller au privé, puis le public va payer. La carte d'assurance maladie va payer. Christian Dubé dit la même chose, là.
Ben, il dit la même chose, mais il l'a pas fait. Il nous avait promis 2 hôpitaux privés, puis j'ai pas encore vu le début du commencement d'une construction, M. Arcan. Comme bien d'autres affaires, malheureusement, la CAQ avait des bonnes idées, puis quand elle est arrivée là, elle a pas livré. Elle nous a trahis. Les mini-hôpitaux, entre vous et moi, là, on savait pas trop si c'était un CLSC, une clinique d'urgence, une clinique vétérinaire. Mettons que c'était pas bien clair. Là. Non, vous avez raison, c'était pas clair pantoute. C'est un peu flou l'affaire, mais nous, c'est clair. Nous, c'est clair que demain matin, si Marc Lacroix veut ouvrir un hôpital, mais il va avoir le droit dans un Québec conservateur. Puis l'objectif, là, c'est qu'on ait les meilleurs, qu'on s'inspire des meilleurs systèmes au monde, qu'on instaure de la concurrence. Le système actuel, là, non seulement il nous coûte 1,3 milliard par semaine, là, on s'en va dans le mur avec ce système-là, avec le vieillissement de la population. C'est pas idéologique, là. Prenez des chiffres, là, puis regardez où est-ce qu'on s'en va, là, puis regardez la qualité, les listes d'attente augmentées, là. On ne peut plus continuer avec ce système-là. Puis on a 4 partis à l'Assemblée nationale présentement là, qui sont dans le déni. Ils veulent mettre des diachylons sur un cancer. Ça ne fonctionnera pas. Il faut instaurer de la concurrence. Un monopole public, ça ne fonctionne pas pour le système, pour livrer des meilleurs soins de santé. M. Duhem, si le financement est bouclé, que le fédéral met l'argent sur la table, seriez-vous en faveur du projet de tramway à Québec, même si ça implique d'abattre les arbres, qui fait un débat actuellement? Là, c'est sur René Lévesque, je pense, qu'il va l'abattre. Oui, ça, c'est sûr, voir René Lévesque. vous, l'alcoolique, d'après le maire de Québec, là. Je vais lever mon verre à ça, mais non, mais je sais que c'est un gros débat, puis c'est rendu complètement, mais on peut pas... Moi, le tramway, à la base, je suis contre, OK? Puis la raison que je suis contre, c'est pas parce que le fédéral qui finance ou qui finance pas. Là, la raison pour qu'on est contre, c'est parce que ça va être plus long se promener en tramway à Québec que de se promener avec les bus 800 qu'on a déjà. Okay? Mais M. Duhem, vous citez souvent l'Europe comme un modèle en santé. Vous l'avez fait tantôt. N'importe quelle ville en Europe a un tramway, une espèce de REM, quelque chose qui passe en ville. Là. Ouais, mais ils ont une densité de population en Europe qu'on n'a pas ici. Oui, mais là, les rues sont pas mal plus étroites dans bien des places. Là. Là, à Prague, là, on va vous dire, ça passe serré. Là. Mais il y a une densité de population supérieure à la nôtre. Là, nous autres, on a quand même des villes qui sont étendues. L'autre truc, on a un climat aussi qui est quand même particulier. Là. C'est pas toutes les technologies qui sont faites pour notre climat. Puis le coût. Là, on parle, ils sont rendus à 7,6 milliards, mais le coût réel, il est plus proche du 12-13 milliards. Là. Et on ne sait même pas combien ça va coûter. On n'a pas d'entente. Puis là, ils sortent les sachènes, puis ils veulent abattre des arbres centenaires sur René Lévesque en plein milieu de la ville. C'est la plus belle rue de Québec. Moi, je trouve que ça n'a juste pas de sens. On vous a pas vu souvent défendre les arbres, par exemple. Non, l'environnement, c'est pas trop, non. Ben, vous pourriez être surpris, là, parce qu'on est le parti qui a le programme le plus ambitieux pour réduire les GES, les gaz à effet de serre, à l'échelle planétaire. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls qui sont en faveur de l'exploitation du gaz naturel au Québec, qui sont les seuls à vouloir exporter ce gaz-là pour remplacer le charbon dans les usines ailleurs dans le monde et réduire... On pourrait... Juste que ce qu'on propose là, en termes d'exploitation des ressources au Québec, juste économiser les GES de ce qu'on exporterait en gaz, ça serait plus que ce que tous les Québécois émettent annuellement. On éliminerait toute la pollution québécoise et plus, juste en exploitant de façon responsable notre gaz naturel au Québec. Fait que ça, je trouve, moi, là, je suis pas contre l'environnement, mais je suis pas non plus quelqu'un qui veut mettre l'économie contre l'environnement. Il faut qu'on mette l'économie avec l'environnement. Puis là, on va être d'accord. En terminant, dernière question. Pour la prochaine élection, vous serez candidat dans Darcy McGee, Outremont, Mont-Royal ou Nelligan? C'est une excellente question. Je vais être candidat dans la grande région de Québec, dans un comté rural. J'ai beaucoup aimé mon expérience dans la circonscription d'Arthabasca l'été passé. Et il y a 3 circonscriptions là, que je regarde à l'heure actuelle. Puis je vais l'annoncer d'ici un mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Ça a été un plaisir. Au revoir.